Bienvenue à bord de ce tuto photo de A à Z volume 3. Alors on va l'appeler volume 3 bis parce que j'ai reçu quelques questions quant au volume 3 par rapport au matériel utilisé et qu'est-ce que je préconisais pour faire de la photo animalière. Alors je regarde en même temps si je vois pas quelques animaux pointer le bout de leur nez. Pendant ce temps, je vous invite à regarder le générique et puis on en parle après. Allez, à tout de suite. Comme je le disais il y a quelques secondes, bienvenue à bord de ce tuto photo de A à Z volume 3. Alors volume 3, on va l'appeler volume 3 bis, parce que le volume 3 traitait de la photo animalière. J'ai reçu quelques questions par rapport à ce volume 3, et notamment par rapport au matériel que j'utilise, et le matériel que je pourrais préconiser d'utiliser. Alors, on va parler boîtier, évidemment, et on va parler objectif. Et puis on va parler aussi de tenue vestimentaire, parce que la photo animalière, c'est aussi une tenue vestimentaire limite obligatoire à porter. Donc on va commencer par la tenue vestimentaire. Comme vous avez pu le voir lors de ma précédente vidéo, les gants de rigueur, la cagoule de camouflage de rigueur et la tenue de camouflage de rigueur. Si vous n'avez pas ces éléments-là, vous allez avoir plusieurs difficultés à pouvoir approcher les animaux au plus près. Et même si vous êtes en affût, ils vont vite vous repérer. Déjà qu'ils nous repèrent très facilement au niveau olfactif. Si en plus vous avez la tenue qui n'est pas du tout adéquate, ça risque d'être tendu pour les observations. Ensuite, c'est pas parce qu'on est camouflé qu'il ne faut pas mettre les chances de notre côté et maximiser le camouflage. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un tout petit bosquet au milieu d'un pré. J'ai des arbres plus ou moins morts qui m'entourent. Je suis, comme je vous montrerai tout à l'heure, au bord d'un chêne qui est tombé. Donc le chêne est mort évidemment. Et ainsi je maximise mon camouflage. Je maximise d'autant plus mon camouflage que, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai une petite compagnie de sangliers qui se sont approchés de mon fils et de moi il y a quelques minutes, à une centaine de mètres. Autant ils nous ont sentis, autant ils nous ont pas vus. Donc on a pu faire quelques photos, je vous mettrai ces photos comme d'habitude dans le petit diaporama de conclusion finale. Donc la tenue de camouflage, le camouflage, ça c'est fait. Par rapport au camouflage, petit aparté, vous pouvez toujours, si vos moyens vous le permettent, investir dans une tente de camouflage. Ça vous évite pas mal de soucis par rapport à la tenue. Mais c'est, je pense, aussi onéreux qu'une bonne tenue de camouflage. Et une tenue de camouflage qui vous protège un peu du froid l'hiver. Ce qui est pas mal, parce que là je peux vous garantir qu'à cette heure-là, là où j'enregistre la vidéo, il est presque 17 h et ça fait pas chaud. Donc voilà. À présent, on va parler boîtier. Lorsque j'emmène avec moi des élèves sur le terrain pour l'apprentissage de la photo animalière, on parle évidemment matériel. Et la première chose que je leur dis par rapport au boîtier qu'ils ont plus ou moins envie d'acquérir ou qu'ils projettent d'acquérir, le boîtier évidemment est une aide primordiale à la prise de vue. Sans boîtier, on ne fait rien, ça c'est sous-entendu. Mais pour débuter, je pense qu'il faut voir léger et petit. Léger dans le sens budget, et petit dans le sens ça sert à rien d'avoir un appareil photo dont vous vous servirez à peine du tiers des capacités, des possibilités. Mon fils qui est à côté de moi a voulu un appareil photo. Il fait un petit peu d'ornithologie, bien placé, mieux placé que moi d'ailleurs. Et on lui a offert un 800D couplé à un 100-400 Sigma. Et pour l'usage qu'il en a dans ses débuts ornithologiques, ça lui suffit largement. Il se fait la main avec. Donc au niveau boîtier, vous voyez, ça sert à rien de prévoir un boîtier à plusieurs milliers d'euros. Commencez avec des boîtiers milieu de gamme et vous verrez financièrement où vous vous y retrouverez.
Après, quand vous aurez évolué dans votre pratique animalière ou ornithologique ou autre, effectivement, envisager un boîtier beaucoup plus performant, pourquoi pas. Et je suis pas sûr que même avec un boîtier plus performant, vous vous y retrouverez. Ce que je préconise par contre à mes élèves, c'est plutôt une bonne optique. Et là, par contre, ouais, là il faut prévoir une bonne optique. Alors on va faire 3 groupes d'optiques. L'optique d'un budget abordable, l'optique d'un budget intermédiaire et les optiques, on va dire, à destination d'usage pro. On va éliminer les objectifs à usage pro parce que c'est des objectifs à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou plusieurs milliers d'euros tout simplement. Là, c'est des objectifs à focale fixe. Certes, vous avez un meilleur piqué, vous avez une meilleure définition, mais pour débuter la photo animalière, c'est pas forcément le plus judicieux. Ensuite, vous avez les optiques intermédiaires. Là, c'est des optiques qui sont à un budget aux alentours de 2000 euros. C'est des optiques qui sont pour un public, on va dire, averti, qui savent gérer une prise de vue entre 200 et 600 mm. C'est une pratique qui est particulière quand même. Faut avoir certaines notions de base et ne pas les oublier. C'est des belles optiques. Pour ceux qui ont un budget confortable, si vous couplez à 800D ou 850D plus un Sigma par exemple 150-600, là vous aurez quelque chose pour faire de la photo animalière qui sera au top. Après, si vous avez les moyens et que vous investissez dans un 5D4 et un 150-600 Sigma, voilà, c'est le couplet gagnant. Hein. Vous aurez un très bon boîtier pour l'animalier, vous aurez une bonne optique pour l'animalier, si ce n'est que, alors je sais bien que je vais faire hurler certains puristes Canon. J'ai été Canon pendant 20 ans, je suis passé Sony il y a quelques mois, et l'autofocus Sony n'a rien à voir avec celui de Canon. J'ai réussi à faire des choses, surtout en ornithologie, que j'ai jamais réussi à faire avec mes boîtiers Canon. Bon, alors peut-être que ça vient aussi du bonhomme, certainement, c'est possible, mais n'empêche que les boîtiers Sony, c'est quand même quelque chose au niveau autofocus, quelque chose d'assez surprenant. Et puis on va terminer les optiques par les optiques, on va dire grand public, donc à des budgets abordables. Vous prenez le Sigma 100-400 ou le Canon 100-400 qui est un petit peu plus cher, mais forcément de meilleure facture. Et là vous avez, comme mon fils, de quoi commencer la photo animalière sans problème, avec une bonne focale, certes qui ne vous rapproche pas beaucoup des sujets éventuels, mais qui vous permet quand même de faire de belles choses. Hein. Quand je vois les photos que mon fils arrive à tirer de son boîtier et de son optique, je trouve que c'est tout à fait correct comme matériel pour débuter. Après, comme j'ai dit lors de mes précédentes vidéos, le but est de se faire plaisir. Il ne faut pas investir des milliers d'euros et puis lors des 5, 6, 7, 8, 9, 10 sorties, enfin première sortie, se dire j'ai acheté des trucs là mais j'arrive à rien, ça me plaît pas. Non, c'est pas le but, il ne faut pas partir comme ça. Il vaut mieux partir petit, apprendre à découvrir son matériel, bosser avec son matériel, apprendre à le gérer, apprendre à le connaître et progresser avec. J'ai commencé à faire de la photo animalière, j'avais à l'époque un 40D et un 70-300. Voilà. Donc vous voyez, maintenant je tourne avec un A9 d'occasion et un 200-600 qui me permettent de tirer des choses que je trouve sympathiques. Après, faut pas se voiler la face, il y a toujours meilleur que soi. Mais encore une fois, le but est de se faire plaisir, de prendre son pied, c'est le cas de dire, en photo et dans la nature. Alors à présent, je vais revenir sur tout ce qui est technique de prise de vue et gestion de vitesse d'obturation. J'en ai abordé le sujet dans la première édition de ce tuto photo de A à Z
photo animalière, parce qu'effectivement c'est une chose à ne pas négliger et dont l'impact sur la photo sera important. Je vous fais passer dans ce tuto un petit tableau qui vous indique les vitesses et l'effet de cette vitesse d'obturation sur l'instantanéité de la photo. Vous allez voir, c'est très parlant. J'espère que ça vous parlera. Moi, ça me parle en tout cas. Et je reviens sur les deux points que j'ai abordés sur le précédent tuto. Les deux vitesses pour lesquelles moi je travaille. Donc en animalier, je suis aux alentours de 1/500e de seconde. Il m'arrive de descendre à 1/800e de seconde. Mais en général, je reste entre 1/500e et 1/800e de seconde. J'oscille dans cette plage d'obturation par rapport au sujet qui se présente à moi. Et par contre, si mon sujet, je prends l'exemple des sangliers de tout à l'heure ou d'un chevreuil de l'autre jour, se met à courir, là je vais tout de suite monter à 1/1000e. Sachant que comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'ai mes ISO qui sont en auto et mon ouverture qui est à f8. Là j'ai plus que ma vitesse à gérer. Donc j'ai très rapidement la possibilité de changer ma vitesse, de passer de 1/500e à 1/1000e sans perdre de vue mon sujet. Et là je risque pas de perdre des photos entre les deux phases de déclenchement. Ensuite pour l'ornitho, comme j'ai mentionné précédemment, je suis à 1/1600e de seconde. Et là sur l'ornitho, que mon sujet soit fixe au sol, en train de manger, que sais-je, je reste à 1/1600e. Parce que si jamais il décolle au moment où je suis en train de prendre des photos, j'aurai peut-être une chance d'avoir une photo à l'envol. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je trouve que c'est un moment qui est sympa, qui est magique. Donc il faut maximiser les chances en ornitho à ce niveau-là. C'est pour ça que 1/1600e de seconde en prise de vue, voilà, c'est le minimum. Certains photographes animaliers utilisent 1/2000e. Je trouve que c'est un peu excessif. On perd quand même pas mal, on perd presque un IL de vitesse entre 1/1600e et 1/2000e. Et en photographe animalière, un IL c'est quand même assez important. Surtout si on arrive à des heures comme là où le soleil est en train de se coucher. Un IL ça peut faire la différence entre une photo exploitable et une photo non exploitable car trop sous-exposée. C'est assez important. Je vous invite à retourner voir la vidéo sur le triangle d'exposition vu de mon œil et la vidéo sur la plage dynamique des appareils photo et des capteurs notamment pour savoir jusqu'où vous pouvez descendre et jusqu'où vous pouvez travailler dans les IL avec vos boîtiers. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura renseigné sur pas mal de situations et pas mal de choses. Encore une fois, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, envoyez-les moi par message interposé, j'y répondrai sans souci, ça me fera plaisir. Vous avez aimé, petit pouce. Vous avez pas aimé, ce que je peux comprendre, petit pouce. Et si vous avez trouvé que j'ai répondu à vos attentes, abonnez-vous, ça me fera plaisir aussi. À bientôt, au revoir.